Bienvenue dans Algeria Tomorrow. Comment l'Algérie mise-t-elle sur le développement humain à travers l'éducation pour assurer son essor? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. À la veille de l'indépendance de l'Algérie, il y a 60 ans, il n'y avait que quelques centaines d'étudiants algériens ici à l'Université centrale d'Alger, qui était la seule du pays et qui était française. Aujourd'hui, l'Algérie compte plusieurs dizaines d'universités, de centres de recherche, plus d'1,5 million d'étudiants et de nombreux nouveaux défis à relever. L'une des priorités de l'Algérie indépendante a été d'éradiquer l'illettrisme, alors massif en 1962. L'instruction gratuite et obligatoire a fait bondir le taux d'alphabétisation à plus de 81%. Chez les 15-25 ans, il est désormais proche de 100%. Une autre priorité a été de permettre aux Algériens d'assumer le développement économique du pays. En 1974, l'architecte Oscar Niemeyer dessinait l'Université des sciences et de la technologie Ouari Boumedienne à Alger. Plus de 100 000 de ses diplômés travaillent aujourd'hui en Algérie ou ailleurs pour la fierté du recteur. Monsieur Akretch, vous avez étudié ici, vous comptiez d'ailleurs parmi les premiers étudiants de cette université. Que de chemin parcouru depuis? Donc on était à l'époque 2000 étudiants pour démarrer cette université qui donc a eu pendant longtemps le rôle surtout de formation de cadres. Maintenant on en a 50 000. Il y a de plus en plus d'étudiantes aussi. Oui, effectivement. Ce qu'on constate, c'est que nous avons maintenant près de 60% de l'effectif étudiant qui est féminin. Je dirais que c'est une nouveauté par rapport à avant. Moi, je me souviens dans les années 70-80, en sciences technologies ou en sciences fondamentales, que ça ne dépassait même pas les 10%. Quel est selon vous le futur de l'université algérienne? On parle beaucoup d'entrepreneuriat, d'incubateurs, de start-up. Donc, tous ces termes, maintenant, l'USTHP va se les approprier. Ça a commencé maintenant avec beaucoup d'interactions avec le secteur socio-économique, d'une part. Secondo, changer un peu la manière de penser de l'étudiant en leur disant maintenant, vous devez être créateur de richesse et non demandeur d'emploi. Cette idée s'est bien répandue dans les 73 laboratoires de recherche de l'université. Cette étudiante de pharmacologie teste une crème cosmétique avec des idées derrière la tête. Grâce à cette formation, peut-être qu'un jour, je pourrai monter ma propre entreprise, peut-être inventer ma propre crème que tout le monde achèterait. Pourquoi pas? C'est mon but. Un master professionnel a été lancé en partenariat avec des entreprises alors que le pays ambitionne d'être un leader régional dans la production de médicaments. Aujourd'hui, on arrive à couvrir jusqu'à 70% en générique des besoins de la population algérienne et on envisage aussi de participer à des exportations, que ce soit en Afrique orientale ou occidentale. L'un des défis de l'Algérie sera en effet d'offrir à un maximum d'étudiants l'opportunité de se développer dans leur pays. Depuis la mi-juin, ce responsable d'entreprise espagnol est très inquiet. Sarah, où en est-on avec notre client? Pour le moment, tout est encore bloqué. Sa société de commerce de produits chimiques réalise 85% de son chiffre d'affaires avec l'Algérie. Mais depuis la brouille politique entre l'Algérie et l'Espagne, il constate que son activité est paralysée. Nos clients ne peuvent pas nous payer et nous ne pouvons pas non plus envoyer de marchandises en provenance d'Espagne vers l'Algérie. À court terme, c'est un véritable désastre. Nous ne pouvons plus étendre nos activités dans ce pays. Autre problème pour l'économie espagnole, sa dépendance au gaz algérien, l'un des plus gros fournisseurs du pays. À Barcelone, cette entreprise de céramique est particulièrement touchée. Cela fait 2 à 3 mois que notre facture de gaz a quasiment doublé, de l'ordre de 70% à cause de la guerre en Ukraine et maintenant des tensions entre l'Algérie et l'Espagne. Depuis le rapprochement de l'Espagne avec le Maroc à propos du Sahara occidental, pour cet économiste, l'Algérie utilise l'arme économique comme moyen de pression. Une stratégie qui pourrait avoir des effets durables en Espagne. C'est tout le tissu productif de l'Espagne qui va pâtir de l'augmentation des prix du gaz ou encore de l'électricité et ça va affecter la compétitivité de tout le pays. Ce n'est clairement pas une bonne nouvelle.
Une mauvaise nouvelle pour l'économie espagnole, l'inflation atteint aujourd'hui près de 10% par rapport à il y a un an, un record depuis près de 40 ans. L'Algérie maintenant donc, est contrainte d'utiliser ses armes pour essayer de ramener l'Espagne vers la sagesse politique et diplomatique. Parce que le gaz peut être utilisé comme une arme, les achats agricoles de l'Espagne aussi comme une arme. Il y a eu beaucoup de projets espagnols, donc c'est parmi les premiers fournisseurs de l'Algérie, donc avec la Chine, la France, l'Espagne, l'Italie, donc ce sont les premiers fournisseurs de l'Algérie. Et donc elle aura des sanctions très sérieuses. Les économistes estiment que l'Espagne doit reconsidérer ses positions politiques vis-à-vis du Sahara occidental afin que les relations algéro-espagnoles reviennent à la normale. Je pense que l'Algérie est en train de manœuvrer actuellement pour donner un peu de temps aux Espagnols de réfléchir sérieusement. C'est-à-dire de se ramener, d'essayer de régler ce problème-là. Mais si l'Espagne ne règle pas, je pense qu'il y aura d'autres mesures sévères concernant l'Espagne. Bien sûr, ils vont voir les prix du gaz, peut-être qu'ils vont revoir aussi les contrats. Il y aura pas mal de choses, donc on va utiliser toutes les cartes de l'Algérie. D'autre part, l'Algérie a décidé de renforcer ses liens avec l'Italie pour acheminer du gaz vers l'Europe. Dans ce cadre, Alger a signé le 11 avril un accord visant à augmenter ses livraisons de gaz à l'Italie. Selon le groupe énergétique italien Eni, cet accord prévoit une augmentation progressive allant jusqu'à 9 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires par an. Je te répète encore une fois, je suis obligé de vendre la fabrique de spaghettis. Tu ne sais pas pourquoi. J'ai reçu un télégramme de mon cousin. Je dois partir, c'est une question d'honneur. L'Italie entretient des relations très fortes avec l'Algérie. C'est presque le seul pays européen qui, au cours des dernières décennies, a entretenu des relations fortes avec l'Algérie. L'orientation italo-algérienne est un concept historique et civilisé, et j'attends de l'Algérie qu'elle regarde aussi les partenaires supposés comme l'Allemagne, qui est un grand marché, et avec la France, malgré la sensibilité qui existe entre les deux pays, mais compte tenu des relations économiques, politiques et sociales complexes avec l'Algérie, elle peut aussi être un marché prometteur. En même temps, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a discuté avec les responsables algériens de la possibilité d'acheminer du gaz algérien vers Paris lors d'une visite éclair le 13 avril à Alger. Selon la presse algérienne, M. Le Drian a également abordé les questions alimentaires, Alger s'inquiétant pour ses futures importations de blé en lien avec le conflit en Ukraine. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que cette crise en Ukraine renforce la place géopolitique de l'Algérie. Là, il y a eu la visite du ministre russe des Affaires étrangères. Mais en mars, c'était le secrétaire d'État américain qui est allé voir les Algériens. Il y a eu, il y a quelques semaines, le Premier ministre italien qui rendait visite et l'Italie qui va devenir le premier pays qui bénéficiera de la hausse des exportations de gaz algérien. Contrairement à l'Espagne qui risque de voir fermer les robinets algériens parce qu'il y a eu une friction à propos du Sahara occidental. Bon, clairement, on voit que grâce à ces richesses pétrolières et gazières, surtout, l'Algérie va pouvoir les utiliser comme un instrument de diplomatie et de politique étrangère et de vouloir faire pression et faire tout simplement monter les enchères. L'ordre international est bousculé de manière inédite. Nous le vivons tous ensemble, ce monde. Et vous le connaissez mieux que moi, mais nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. L'objet de cet entretien, ce petit déjeuner sur l'Algérie de demain, c'était montrer à un public français et à un public à la fois constitué par des entrepreneurs et de la diaspora que l'Algérie allait être demain un très très grand pays. Un très grand pays. Et qu'il ne faut pas s'arrêter à des anecdotes, qu'il ne faut pas s'arrêter à du conjoncturel. Structurellement, l'Algérie va être très puissante. Il y a quatre facteurs, 4 tendances lourdes qui vont lui donner à ce pays un relief particulier. C'est la montée en puissance de l'Afrique. Et si l'Afrique monte en puissance, l'Algérie se trouve l'interface avec le Maghreb, entre l'Europe et l'Afrique. La première édition des Jeux s'est déroulée en 1951. Depuis, ils se tiennent tous les 4 ans dans un pays de la région. L'Algérie les avait d'ailleurs déjà organisés en 1975. Cette année, ils réuniront les athlètes de 26 pays dans 24 disciplines. Les compétitions se dérouleront sur 22 sites de la région d'Oran. Certains ont été construits pour l'occasion, d'autres ont été totalement remis à neuf.
l'État algérien a fait un effort extraordinaire par rapport à la réalisation des installations en normes et aussi la réhabilitation et la mise à niveau du parc infrastructurel déjà existant. Je pense que d'ici peu de temps, l'Algérie pourra organiser n'importe quelle manifestation d'ordre international. Un village méditerranéen a même été bâti. C'est un nouveau quartier de la ville d'Oran qui s'étend sur l'équivalent de 55 terrains de football et qui pourra héberger près de 4300 personnes, athlètes et officiels. Il est doté par les différentes infrastructures et équipements. Toutes les commodités sont disponibles afin d'offrir aux résidents un lieu d'accueil impeccable. L'équipement emblématique, c'est ce stade olympique flambant neuf avec ses 40 000 places qui accueillera notamment les compétitions de football et d'athlétisme, mais aussi les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux. Le propre des Jeux, c'est de laisser un héritage à la population et au mouvement sportif national à travers ce magnifique ensemble que constitue le nouveau complexe olympique d'Oran. Surnommée la Radieuse, Oran est une ville aux 1000 facettes avec des influences espagnoles, ottomanes et françaises. Une métropole à l'histoire millénaire, riche en traditions et culture, qui est aussi tournée vers la modernité. L'une des particularités de cette ville, ce sont les animations qui accompagnent le coucher du soleil. Salam alaikum. Est-ce que je peux avoir une petite tasse de thé, s'il vous plaît? En se promenant dans les rues, on découvre des saveurs étonnantes. Ah, brochette de cœur, ok. C'est très très bon en fait. Dans les rues et les boutiques d'Oran, on ne parle que des Jeux méditerranéens. Ça va apporter un plus, ça fait découvrir au monde entier la ville d'Oran. C'est une ville très agréable et qui est ouverte à tout en fait. On attend tous ces Jeux avec impatience. Et c'est un plaisir, c'est un honneur pour Oran qu'elle va être sous les projecteurs de tout le bassin méditerranéen. It's good, Algeria.